À toi, Armelle. Merci beaucoup. Bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce que je vais dire que moi, je dégouline. Pourtant, j'ai mis ma robe spéciale aération, mais là, je veux dire que c'est une première pour moi dans ces conditions. Euh, J'avais anticipé, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Alors, on va effectivement parler de design d'émotion pour finir cette matinée. Et je me plains, mais eux, ils sont en cravate et certains, ils ont des vestes et des manches longues. Je ne sais juste pas comment vous faites, les étudiants de Vatel. Respect vraiment pour ce que vous faites. Alors, oui, applaudissez-les, je crois qu'ils le méritent. Alors, la présentation est un petit peu longue et je l'ai raccourcie. Mais si jamais vous souhaitez la télécharger pour pouvoir la lire et aller plus en détail, je vous ai mis le lien. Et puis, les équipes du forum, très gentiment, ont créé un QR code pour que vous puissiez télécharger la présentation. Voilà. Donc, je vous laisse une petite minute pour pouvoir la charger. Si jamais vous n'avez pas réussi à le faire, n'hésitez pas à venir me voir à la fin et je vous donnerai le lien. Allez, je rentre dans cette présentation. Alors, pour la petite histoire, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour moi parce que j'ai commencé à m'intéresser très sérieusement au sujet du design d'expérience client pendant que je faisais mon premier tour du monde. Et puis, j'ai eu une sorte de moment eureka, ou aha moment, comme on dit dans le growth hacking. Ce jour-là, c'est très exactement le 21 septembre 2012. C'était il y a 11 ans, jour pour jour. Donc, c'est pour moi une journée un peu particulière. Est-ce que, par hasard, certains d'entre vous reconnaissent ce lieu ? C'est New York, oui. C'est l'Apple Store de New York. Et le 21 septembre 2012, on est le jour de la sortie officielle de l'iPhone 5 aux États-Unis. On est à quelques minutes de l'ouverture de l'Apple Store. Et les gens qui sont là, ça fait un peu plus de 5 jours pour certains d'entre eux, et ceux qui sont les plus proches possibles de l'entrée. Ça fait à peu près 5 jours qu'ils attendent sous un soleil de plomb parce qu'il faisait très très chaud cette année-là en septembre. Et la nuit, il faisait particulièrement froid. Ça peut être assez venteux New York. Et donc, ils ont passé 5 jours pour pouvoir avoir accès en premier au téléphone. Et pour moi, c'était totalement hallucinant d'assister à cette expérience. Parce qu'on est tous doués de raison. Et a priori, à moins d'être complètement fou, il nous faut une bonne raison pour agir. Et je me suis dit, mais à quel moment c'est OK de passer 5 jours et 5 nuits à attendre sous le soleil ou dans le froid et le vent la nuit pour être le premier à dépenser 800 €, à l'époque ça valait 800 € un iPhone 5, alors que, j'ai envie de dire, quelques jours plus tard, tous les magasins américains pouvaient distribuer ce téléphone. Donc à quel moment on s'est dit, ces gens-là, et ils sont très nombreux parce qu'il y avait une file d'attente sur plusieurs blocs, donc plusieurs kilomètres à New York, pourquoi ils se sont dit c'est OK de passer 5 jours à attendre. J'ai fait une autre expérience un tout petit peu avant, lorsque, en discutant avec un agent immobilier, il m'a expliqué que la décision d'achat d'un bien immobilier se faisait dans les 180 premières secondes où la personne a pénétré dans le bien qu'elle s'apprête à acheter. Et pour moi, c'était fou. 180 secondes, c'est 3 minutes. Comment, en 3 minutes, on décide de faire l'un des achats les plus impactants dans notre vie personnelle, et c'est impactant pour notre vie, mais c'est aussi impactant pour nos finances. Et souvent, on investit plusieurs centaines de milliers d'euros et ça se décide en 180 secondes. Donc c'est en fait complètement irrationnel. Et pourquoi ? Dans certaines situations, on se trouve à avoir des décisions complètement irrationnelles. Donc ce jour-là, ça a été un peu le eureka et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'éléments de design, d'expérience qu'avait réalisé Apple tout au long de l'histoire de la marque et de la création et du développement de ses produits et de leur mise en marché qui avaient conduit à ça.
Et du coup, ça a entraîné tout un parcours de réflexion autour de, mais finalement, est-ce que les marques, qu'est-ce que les marques peuvent faire pour transformer leurs clients en fans? Pourquoi est-ce que certains clients disent de la marque j'adore, vous savez, avec 3 mots, 3 O, j'adore cette marque, ou j'adore ce produit, ou j'adore cette destination. Et finalement, comment est-ce que, quand on est une destination touristique, on peut réussir à transformer ses visiteurs en fans de sa destination? Donc le cheminement intellectuel, il est passé par là. Et en travaillant avec une personne qui s'appelle Patricia Gallo-Lavallée, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait 6 ingrédients qui sont systématiquement les mêmes. Et si on arrive à les mettre ensemble, eh bien, on arrive à l'expérience parfaite. Alors, évidemment, je vous donne une astuce de méthode. Il ne s'agit pas de réaliser tous les ingrédients d'un coup et de tous les mélanger d'un coup, parce qu'en général, la première recette n'est pas terrible. Il vaut mieux les implémenter les uns après les autres, mais il y en a toujours un qui est essentiel et dont on ne peut pas se passer. Alors, ces ingrédients, qu'est-ce que c'est ? C'est la beauté, la rareté, la surprise, le suspense, l'humour. Et comme je m'applique à moi-même mes propres recettes, eh bien, un peu de suspense. Vous découvrirez ce qu'est l'ingrédient secret à la fin de cette présentation. Alors, le premier ingrédient, la beauté, c'est un ingrédient qui est, j'ai envie de dire, assez facile pour vous à La Réunion. Il suffit de regarder autour de vous et tout est beau. Tout est instagrammable, comme on dit. La beauté, c'est un ingrédient qui est particulièrement intéressant parce que c'est un ingrédient qui est vraiment dans notre ADN. C'est-à-dire que toutes les études scientifiques sur le sujet, et notamment neuroscientifiques sur le sujet, montrent qu'on a besoin d'être entouré de beauté, on a besoin d'être entouré de douceur. Et la beauté, elle nous apporte de la douceur. Et pour pouvoir créer de la beauté, si jamais vous êtes dans une situation où vous devez créer de la beauté, eh bien en fait, il faut d'abord commencer par enlever tous les éléments menaçants. Et donc comprendre ce qu'est pour vous ou pour vos clients et ou vos clients, quels sont les éléments menaçants de l'expérience que vous êtes en train de leur faire vivre ou que vous voudriez leur faire vivre. Donc la première chose à comprendre, c'est que quand on enlève ce qui nous agresse, ce qui nous fait peur, eh bien, on a commencé à créer de la beauté ou du mignon. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple. Alors, j'ai l'impression que la photo est très légèrement croppée. Je ne sais pas si vous avez retravaillé sur les slides, mais normalement, il y a un petit bonhomme qui fait du ski sur l'image. Vous la voyez ou pas? Ou c'est juste mon retour écran? Non? Bon, alors, mon propos, c'est de vous mettre en alerte sur le fait qu'il faut distinguer... vous l'avez trouvé sur le... Ouais, ok. Donc, il faut distinguer la beauté du sublime. Et c'est très, très important. Pourquoi ? Parce que la beauté, c'est l'absence d'éléments menaçants. Le sublime, c'est quelque chose qui relève du grandiose. Et à partir du moment où on a basculé dans le grandiose, on intègre des éléments qui peuvent apporter de la peur ou apporter une forme d'angoisse. Donc là, par exemple, alors je ne vois pas trop l'image, mais on est normalement, l'image que vous voyez, c'est une pente qui est plutôt tranquille, avec de la neige poudreuse, et c'est une photo de mon mari, il a l'air de plutôt se faire plaisir. Ça, ici, on est sur le sublime. C'est-à-dire qu'on est sur une montagne qui est beaucoup moins accueillante. S'il y a parmi vous des gens qui font du ski ou du snowboard et qui sont un peu sensibles au sujet de la lecture de la montagne, eh ben vous pouvez voir que partout, il y a des plaques à vent. Ça veut dire qu'à tout moment, eh bien, il y a une plaque avalanche qui peut se déclencher et potentiellement ensevelir mon mari en quelques secondes. Et potentiellement conduire à sa mort. Moi, ce genre d'image, ça me fait vibrer. Pourquoi ? Parce que j'adore le ski, j'adore la montagne d'une manière générale. Mais le grand public, c'est le genre d'image qui peut lui faire peur. Parce qu'il peut avoir conscience du danger. Et on a des destinations, alors pour moi qui travaille beaucoup en montagne, on a des destinations qui souvent vont parler de la verticalité des paysages, vous montrer des choses qui sont extrêmement impressionnantes, ne se rendant pas compte qu'en réalité, ça peut faire peur à une grande partie de leur cible. Donc il faut faire toujours attention quand on utilise l'ingrédient beauté, parce que le risque de faire peur est très important.
Donc vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est un facteur agressant pour nos clients et ôter ce facteur d'agression possible. Alors attention, la beauté, ça ne veut pas dire être parfait. D'ailleurs, d'une manière générale, les choses qui sont parfaites, elles sont plutôt pénibles, voire pas très intéressantes, ou voire carrément énervantes. Moi, je trouve toujours que les gens parfaits sont des gens qui m'énervent. Et donc, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de créer un univers qui est le vôtre, qui est comme il est pour une certaine raison ou pour des raisons, et il faut assumer. Dans la présentation précédente de la team Papaye, eh bien, ils assument ça. Ils le disent bien, Tranche Papaye, pardon, ils le disent bien. On n'est pas parfait, on est nous-mêmes et on s'assume comme on est. C'est exactement ça dans la beauté. Il s'agit de créer un univers autour de votre marque, autour de votre destination ou de votre offre, et de travailler sur des détails. Pourquoi ? Parce que c'est dans les détails que se cache le désir, que réside le désir, et le désir va créer l'attraction. Et je vous ai mis cet exemple d'une veste, qui est une veste tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que dès qu'on l'ouvre, on a cette belle surprise de trouver un drapeau, l'Union Jack en l'occurrence. Vous pouvez choisir le drapeau que vous voulez ou la doublure que vous voulez. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus intéressant que plus on est sur des choses qui sont proches du corps, plus on les choisit avec soin. Et c'est notamment pour ça, je reviens à Apple, que le travail sur le design des produits est particulièrement important pour cette marque parce que c'est des produits avec lesquels on est physiquement en contact. Et si je parle du téléphone, pour certains, c'est la prolongation d'eux-mêmes. Donc il faut que ce soit à leur image, il faut que ce soit beau pour qu'ils se sentent bien. Et je vous disais, l'univers, il n'a pas à être parfait, il doit être comme il est pour une ou des raisons évidentes, authentiques. Et il est très très important que cette authenticité, elle soit naturelle. Si elle est forcée, la mayonnaise ne prendra pas et les clients ne seront pas dupes. Alors là, je vous ai mis quelques exemples issus d'un groupe hôtelier, le Luxe, que vous connaissez puisqu'il me semble qu'il y en a un à La Réunion, qui propose des expériences qui jouent complètement sur cet ingrédient beauté. Donc on a par exemple cette cabane dans les arbres qui fait vraiment référence à un mythe de l'enfance et à un univers onirique où on peut le matin prendre le petit déjeuner et le soir transformer cette cabane en une sorte d'expérience cinéma paradiso pour regarder un film. On peut aussi prendre un petit déjeuner en montagne, en hauteur, où on vous installe ça avec une vue imprenable. Et puis, ils ont aussi, par exemple, retravaillé sur le code du dîner à la bougie, donc, où on est sur quelque chose d'assez romantique. Mais normalement, traditionnellement, on va vous mettre une bougie sur la table. Eux, ils vous ont couvert le sol de bougies. Et cette expérience, quand on arrive, l'effet waouh, il est absolument énorme. Donc ça n'a pas à être parfait, mais une fois de plus, c'est l'idée de travailler sur des codes oniriques ou sur une multiplication d'un élément. Donc c'est pas une bougie, c'est 100 bougies, c'est pas une petite table, ça va être une grande table, etc. Le deuxième ingrédient, c'est un ingrédient que j'aime beaucoup parce qu'il est travaillé en séquence. Alors, c'est Jean de La Fontaine qui disait au sujet de la rareté que la rareté du fait donnait du prix à la chose. Alors, pour la petite histoire de cette photo, vous avez évidemment une personne qui est rare, hein, on dit qu'elle est mythique. Maintenant, les jeunes disent qu'elles sont iconiques, c'est le terme qu'ils utilisent, ça m'amuse toujours beaucoup. Donc Marilyn Monroe, qui est évidemment mythique et iconique, eh bien, vous la voyez avec une bouteille de parfum, qui est une bouteille de Chanel numéro 5. Et dans sa carrière, elle a été interviewée par un journaliste. Et à l'époque, le journaliste prenait pas des notes, mais interviewait avec une bande sonore. Cette bande a été perdue. Et puis, il y a une dizaine d'années, elle est réapparue, elle a réémergé. Et la marque Chanel se l'est procurée. En entendant la bande,
le directeur marketing de la marque a les bras qui lui en sont tombés en découvrant la question suivante. Alors Marilyn, lorsque tu te couches le soir, comment est-ce que tu vas dormir? Et là, Marilyn, qui ne se démonte pas, répond « Just a drop of Channel 5 ». Donc juste quelques gouttes de Chanel numéro 5. Imaginez un peu la tête du journaliste quand il a entendu ça, toute la désirabilité qui a été créée autour de cette icône, mais aussi le fait, pour une marque comme Chanel, de se dire que toutes les femmes qui vont entendre ça, potentiellement, auront envie de mettre « Just a drop of Channel 5 » avant d'aller se coucher le soir, pour pouvoir, quelque part, s'attirer ou s'adjoindre l'image de Marilyn Monroe et, quelque part, se sentir comme elle, un peu privilégiée. Donc, toutes les dames qui achètent Just a Drop of Channel 5, potentiellement, sont uniques, iconiques, mythiques, etc. Donc, créer de la rareté avec un produit qui est, somme toute, assez commun, du parfum, eh bien ça, c'est toute la magie, quelque part, de cet ingrédient et, en l'occurrence, là, du travail qu'a fait Chanel. Si vous avez envie d'aller voir la publicité, vous pouvez la trouver sur YouTube, elle est évidemment absolument magnifique. Alors, pourquoi est-ce que la rareté, c'est un ingrédient important? Eh bien, parce qu'en fait, la rareté, ça génère de la peur chez les gens, la peur de passer à côté de quelque chose d'exceptionnel qu'ils ne pourront plus jamais revivre. C'est le sentiment que s'ils ne participent pas, s'ils ne vont pas quelque part, s'ils ne vivent pas cette expérience, eh bien, ils vont le regretter. Mais c'est aussi une manière de se sentir spécial. On a participé à cet événement, où on est allé voir cette destination. On a constaté qu'il existe encore des ours polaires, plus pour très longtemps, où on a constaté que les Maldives existent, plus pour très longtemps. On a constaté que tel ou tel paysage ou phénomène naturel existe, et on est une personne particulière, on se sent spécial, presque privilégié. Donc cette question de la rareté, c'est vraiment la question de la notion de se sentir très spécifique. Alors vous allez me dire, ok, très bien, mais comment on construit de la rareté, comment on crée de la rareté avec quelque chose qui, par essence, ne l'est pas, ou qui semble être en ressources illimitées? Eh bien, pour ça, il faut travailler en fait sur ce qu'on appelle le pouvoir des séries, ou créer des sagas autour de votre destination ou autour de votre établissement. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant, les séries ou les sagas? C'est parce qu'en fait, quand un consommateur aime quelque chose, il va toujours essayer d'en consommer davantage. L'intérêt pour nous, en tant que designer d'expérience et marketeur, c'est que c'est très compliqué de faire venir un client. Et on considère que pour 1 euro dépensé, pour 10 euros dépensés pour faire venir une première fois un client, il faut seulement 1 euro pour faire revenir un client. Donc c'est beaucoup plus intéressant financièrement d'avoir des repeats, des gens qui reviennent, plutôt que d'attirer systématiquement des nouveaux clients. Enfin, jusque dans une certaine limite, mais ça c'est le sujet d'une autre conférence. Donc travailler sur des éditions spéciales, travailler sur de l'événementiel, travailler sur des moments clés, forts, des temps forts dans son établissement ou dans sa destination, c'est la meilleure manière de pouvoir créer une forme de rareté. Alors, je vous parle des séries. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre systématiquement les clients de revenir parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont trouver. Et je voudrais faire une allusion avec le milieu du cinéma et vous poser la question suivante. Est-ce que vous savez quelle est la franchise de film qui est la plus rentable au monde? Non, c'est pas Star Wars. Non. Alors, je vous le dis, c'est Fast and Furious. Fast and Furious, un grand moment de culture et très intellectuel, évidemment. Ça, c'est sûr que c'est des grands films. C'est quand même une saga, donc on en est, je crois, au 10e, si je ne compte pas les spin-offs. On en est à plus de 7,4 milliards de recettes autour de ces films. Donc c'est là, non seulement l'une des franchises les plus longues, mais aussi l'une des plus rentables, la plus rentable au monde. Alors c'est assez hallucinant parce que grosso modo, c'est quoi les ingrédients de Fast and Furious? C'est des grosses bagnoles, c'est des gars musclés dont on sait qu'ils vont à un moment rouler un peu vite dans les voitures et se mettre sur la figure. Et puis, ingrédient beauté, il y a toujours une ou deux filles plutôt bien faites.
Okay, et on sait qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va se faire embrasser, probablement à peu près aux 2/3 du film, si ce n'est pas dès le départ. Et donc, dans les sagas et dans les séries, c'est pareil pour les livres, hein, je vous parlerai tout à l'heure du Da Vinci Code, ils sont tous construits de la même manière. Dans les films, ce qui est intéressant, c'est le séquençage. Donc, on a un séquençage toutes les 10 minutes. Pourquoi, à votre avis, toutes les 10 minutes, on a une séquence ? Alors oui, et c'est lié au fait qu'aux États-Unis, les coupures pub sont toutes les 10 minutes. Et donc, à la 9e minute, il se passe toujours un événement, donc toutes les séquences sont sur 9 minutes, pour donner envie de passer la coupure pub et d'être encore présent à l'issue de la coupure pub. Okay, donc vous regarderez des films et si vous faites des courbes, vous verrez, il se passe toujours quelque chose à la 9e minute, vers 9-9:30, hop, puis après on a la pub, hop, ça reprend très très fort à la reprise, puis il se passe des aventures, puis on a un pic, etc. Si on regarde un livre, ce qu'on appelle les page-turners, c'est exactement la même chose. Alors, vous avez peut-être lu Da Vinci Code. Da Vinci Code, quand l'auteur, Dan Brown, je crois, a créé le livre, il a imposé à son éditeur que, quelle que soit l'impression du livre, il soit toujours imprimé de la même manière. C'est-à-dire qu'on a un premier chapitre qui commence. Je vais vous montrer le graphique un tout petit peu après. Hop, voilà, pardon, ici. On a un graphique où on a dans les premières pages et demie la grande question du livre. Et dans les films, c'est pareil. Dans les 5 premières minutes, on a la grande question. Dans un film, il faut regarder les 5 premières minutes et les 5 dernières. Au milieu, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Si vous ratez, comme ça, vous le savez. Donc, vous lisez les 2 ou 3 premières pages du Da Vinci Code et vous avez la grande question du livre. Puis, à la 4e page, vous avez la grande question du chapitre ou de la partie. Et ensuite, à chaque demi-page, à chaque page et demie, chaque page et demie, vous avez la réponse à la question précédemment posée. Et c'est comme ça, en fait, que vous pouvez tenir une nuit entière sans jamais vous endormir en lisant le livre et vous vous retrouvez à 4h du matin en vous disant « mais j'ai pas vu la nuit passer et j'ai lu le bouquin en entier parce que j'ai pas pu décrocher ». Les séries sont construites de la même manière. Si on regarde les Harry Potter, par exemple, eh bien, vous avez dans le livre numéro 1 la réponse à la grande question. Donc vous aurez vous avez la question de la grande série, dont vous aurez la réponse dans le dernier livre. Si vous prenez une série américaine, 24 épisodes par saison, c'est toujours la même chose. Vous avez toujours à la fin une question qui vous donne envie de regarder l'épisode d'après. Donc, quand on est une destination touristique, le sujet, c'est de créer ça. Créer des questions, de mettre des petites réponses au milieu et ensuite, à la fin, de créer une autre question pour donner envie aux visiteurs d'aller plus loin, de revenir, d'expérimenter quelque chose. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, je vous disais, le pouvoir des séries, très puissant pour pouvoir créer de la rareté, créer des éditions spéciales aussi, très important pour pouvoir créer de la rareté. Le problème de la rareté, c'est que on ne peut pas adresser tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et même si finalement de l'anticipation naît l'excitation, eh bien la rareté, ça peut générer de la frustration. Et notamment quand on est un office de tourisme et qu'on n'a pas pu servir tout le monde, en général, on est le lieu de réception des frustrations générées par les clients ou pour les clients. Donc c'est assez difficile et il faut accepter que quand on joue sur cet ingrédient, eh bien on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les clients détestent plus perdre qu'ils n'aiment gagner. C'est assez fou, hein, je vous le redis, les gens détestent plus perdre qu'ils n'aiment gagner. Donc la génération de frustration, si les gens n'ont pas pu faire l'expérience, elle sera plus forte que s'ils n'avaient pas su, par exemple, que cette expérience existait. Donc il faut pouvoir gérer cette frustration, il faut pouvoir gérer les émotions qui vont apparaître à l'issue de cette frustration. Le troisième ingrédient, c'est le suspense. Alors évidemment, pour vous parler de suspense, j'étais obligée
d'aller chercher le grand maître en matière de suspense, qui est quand même Alfred Hitchcock, qui disait la chose suivante: le suspense est comme une femme, plus on peut s'imaginer des choses, plus c'est excitant. Alors, oui, je vous laisse imaginer des choses. Alors, comment et pourquoi le suspense c'est intéressant ? Le suspense est intéressant parce que la nature a horreur du vide et notre cerveau est programmé pour répondre à des questions. Notre cerveau, il est programmé pour répondre à des problèmes. Dès que vous créez un espace de vide, un temps, un silence, un calme, une intrigue, notre cerveau se met automatiquement en mouvement pour essayer de résoudre, créer des scénarios, des réponses, faire des hypothèses. On est programmé comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, là, je vous ai mis, là encore, une analogie avec le milieu du cinéma. Je vous ai mis cette citation de Steven Spielberg qui disait, donc, les studios hollywoodiens lui ont demandé de faire Jaws, donc Les Dents de la Mer, et à l'époque, il avait dit qu'il ne voulait pas réaliser le film parce que dans le premier scénario initial, on voyait le requin dans les 5 premières minutes du film. Il disait, si on a la réponse dans les 5 premières minutes, en fait, il n'y a plus de film. Donc, il a réécrit complètement le film, et là, il a accepté de le faire en disant le requin, il ne faut pas qu'on le voit pendant au moins la première heure du film, parce que pendant 1 heure, il faut qu'on ait le cerveau de nos auditeurs, de nos spectateurs qui restent en éveil et qui restent très actifs. Donc pour créer du suspense, en fait, il faut créer de l'attention, il faut créer une grande question, il faut créer une forme de secret pour que vos clients, vos visiteurs puissent faire ce travail intellectuel. Donc, je vous parlais du page turner tout à l'heure. Eh bien, on peut faire exactement la même chose quand on est une entreprise. Là, par exemple, je vous ai mis en bas comment avait fait Apple pour créer des grandes questions. Notamment, il y a eu une période d'Apple sans Steve Jobs. Comment ils font pour s'en sortir? Et puis quand il réapparaît, hop, tout d'un coup, mais qu'est-ce qui va se passer? Puis création des iPhones, des iPads, d'autres produits. Et à la disparition, évidemment, de Steve Jobs, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comment l'entreprise va rebondir? Là encore, en termes de storytelling sur l'entreprise, c'est très intéressant. Vos destinations, elles peuvent faire la même chose. Elles peuvent travailler sur des personnalités ou sur des événements qui vont créer du suspense et qui vont donner envie aux gens d'en savoir plus, de se plonger aussi dans l'expérience. Alors, ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est que plus les gens s'impliqueront dans l'expérience, y compris physiquement, plus ils retiendront. La réalité en matière technologique, c'est que, notamment en matière technologique, c'est que quand on montre les choses aux gens, ils retiennent à peu près 5% du message. Quand on leur demande de mettre les mains dans le cambouis, de toucher, de sentir, de goûter, eh bien, ils retiennent à peu près un peu plus de 70% de l'expérience. Donc on voit que c'est très important d'être physiquement intégré dans l'expérience globale pour pouvoir retenir et mémoriser plus longtemps l'expérience. Alors, le sujet autour du suspense, c'est qu'il faut absolument qu'il soit mesuré. Si vous créez trop de suspense et que vous ne bouclez pas par une réponse, eh bien en fait, les gens vont être perdus. Et si ce suspense dure trop longtemps, l'attention va décrocher. Donc dans l'expérience touristique, il faut qu'il y ait du suspense, mais pas trop. Alors je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous ai parlé de luxe. Chez Luxe, ils ont une expérience avec ce qui s'appelle la bouteille à la mer. Donc ça tombe bien, j'ai mis cette image. Où quand vous vous baladez dans l'un de leurs resorts, eh bien, vous pouvez, à 3 reprises dans la journée, tomber sur une bouteille dans laquelle il y a un message. Et ce message vous permet d'aller vivre une expérience. Ça peut être un massage au spa, ça peut être un cours pour faire de la photographie ou pour sabrer le champagne. Enfin, ils ont comme ça des mini-expériences à vivre. Le problème, c'est l'exécution. Et moi, j'en ai fait l'étude. Je trouve ça très intéressant. En fait, ils communiquaient dessus, mais les gens ne voyaient jamais les bouteilles et donc, du coup, passaient à côté. Donc, au fur et à mesure, ils se sont mis à dire « Venez à telle heure et on vous donnera un indice ». Donc, petit à petit, il y avait un peu plus de participants, mais les bouteilles étaient toujours trop difficiles à trouver. Si bien qu'il y a des petits malins
qui ont compris que en fait, les bouteilles, elles étaient cachées 3 fois par jour par un membre du personnel. Et donc, ils se plantaient devant le bureau du membre du personnel. Et puis, grosso modo, ils filaient le membre du personnel qui allait cacher la bouteille pour pouvoir être sûr d'avoir le cadeau. En fait, ce n'est pas une expérience, ça. Ça, c'est une recherche de rewards rapide et sans effort. Il n'y a rien de mémorable dans tout ça. Et pour moi, c'est plutôt un raté. Ce qu'il aurait fallu, c'est travailler autrement le design pour cacher le design de l'expérience, pour cacher la bouteille, pour que les gens sachent bien qu'il y en ait une, mais pas nécessairement leur dire l'heure ou leur dire où par tel personnel qu'elle ait caché la bouteille. Et ça, j'ai assisté littéralement à des drames, et notamment une cliente qui était absolument furieuse quand elle a découvert comment ça se passait, comment avait été designée l'expérience. Au point que, donc on parle d'une cliente qui est partie 2 semaines dans l'un des luxes de l'île Maurice, qui a quitté l'hôtel sur le champ. Elle a embarqué toutes ses affaires et leur a dit « si c'est ça votre design d'expérience, je m'en vais ». C'est quand même assez violent, les réactions qu'on peut obtenir. Donc il faut bien travailler, bien mesurer son suspense pour garder l'attention, mais en même temps pas trop en donner, et faire attention à bien refermer les questions ouvertes que vous allez créer. Et pour bien refermer, l'idéal, c'est de créer une bonne dose d'enchantement, et l'ingrédient d'après, la surprise. Alors la surprise, à quoi ça ressemble ? C'est Paul Ekman qui est un psychologue américain, qui était l'un des premiers à modéliser les différentes émotions universelles. Donc, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, on exprime tous nos émotions de la même manière physiquement. Et la surprise, il explique, c'est des sourcils élevés en forme d'arche, des yeux grands ouverts et la bouche tombante un peu molle et ouverte. Donc là, on a un sublime exemple sur cette photo d'une surprise. Et il explique, Paul Ekman, que pourquoi c'est important en fait de surprendre ? Eh bien, c'est parce que ça déclenche la surprise, le mécanisme de surprise déclenche quelque chose au niveau de notre hypophyse, de notre hypothalamus, qui sont 2 glandes qu'on a dans le cerveau, qui sont les glandes qui pilotent nos hormones. Or, quand on a des bonnes surprises, notamment, eh bien, les hormones de dopamine et de sérotonine qui sont générées dans notre cerveau, non seulement nous font nous sentir bien, mais en plus de ça, décuple notre capacité de mémorisation de l'instant. Et notre sujet, quand on est une destination touristique, c'est que les gens se souviennent de nous pour qu'ils reviennent. Donc, plus on travaille sur la surprise, si possible bonne, évidemment, plus on augmente la capacité de nos visiteurs à se souvenir de ce qu'on leur a proposé. Donc, c'est un élément, un ingrédient qui est clé pour pouvoir vraiment fidéliser sa clientèle. Donc là encore, travailler sur les hormones, eh bien, ça implique de savoir comment elles fonctionnent. Alors vous allez me dire, ok, super, mais comment on fait pour surprendre les gens ? Alors c'est Laurent Etty, qui lui aussi chercheur en neurosciences à Paris, qui lui a étudié en fait le mécanisme de la surprise et qui explique que pour surprendre les gens, eh bien, en fait, il faut leur amener une donnée qui change nos croyances. Si une donnée ne change pas nos croyances d'origine, eh bien, elle n'a rien de surprenant. Donc, comment on fait ça ? Eh bien, en fait, on se pose la question de à quoi s'attendent nos visiteurs, et on fait exactement l'inverse, ou quelque chose de décalé. On verra, c'est l'ingrédient d'après. Donc, la surprise, elle est en fait au-delà de ce qui est attendu. C'est amener une réponse qui va au-delà de ce qui est attendu. Alors, pour créer de la surprise, il y a plein de techniques. Il y en a 14, très exactement. Je ne vais pas, je pense, avoir le temps de toutes vous les détailler, mais je voulais vous en présenter quelques-unes. Si vous travaillez dans la restauration notamment, travailler sur la taille est quelque chose qui est très intéressant, parce que oui, la taille, ça compte. Et donc, travailler sur des grands volumes ou des mini-volumes. Là, je vous ai mis un exemple de Nutella avec ses super size, ses pots super size. Mais j'ai pu voir dans certains restaurants, par exemple, des mini-bouteilles de ketchup Heinz en verre que tout le monde vole.
Les gens ne les utilisent pas, mais ils les volent. C'est assez rigolo. Donc, jouer sur la taille. Jouer aussi sur des gestes de confiance. Par exemple, là, je vous ai mis un piano, qu'on voit de plus en plus dans les gares SNCF. Pourquoi c'est surprenant ? Parce qu'un piano, c'est gros, c'est imposant. C'est aussi un objet fragile. C'est un objet qui coûte très cher. Et le sujet, c'est, notamment de la SNCF, c'est est-ce qu'il risquait de se faire piquer les pianos ou détériorer les pianos ? La réalité, c'est qu'en fait, il y a extrêmement peu de détérioration. Et encore plus fou, c'est qu'il y a énormément de gens qui savent assez bien jouer du piano et qu'en général, ça casse pas trop les oreilles. Donc au contraire même, ça fait passer des bons moments. Donc on a là vraiment sur un acte de confiance dans un lieu où on s'y attend pas du tout. Une autre façon de travailler, notamment pour les hôtels qui ont des piscines ou des beaux jardins, c'est de recréer des espaces d'intimité dans des lieux où on ne s'y attend pas. Et là, les lits à baldaquin le long d'une piscine, c'est quelque chose qui fonctionne à tous les coups. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis un autre exemple, c'est les détournements. Moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement en tant que consommatrice. Et c'est le fait de trouver un produit dans un lieu inhabituel. Donc là, par exemple, on a une opération qui a été faite avec Ikea. Et en fait, à toutes les vacances de Noël, Ikea équipe les grandes gares, notamment la gare de Lyon, la gare Saint-Lazare, gare de l'Est, parce qu'ils savent qu'il va y avoir des retards, ils savent que ça va être des moments qui sont stressants pour les voyageurs. Et donc, ils offrent comme ça des canapés, des fauteuils en supplément dans les gares pour pouvoir permettre à la fois de faire leur promotion, évidemment, mais aussi créer une expérience agréable pour les voyageurs. Donc, détourner un produit de son usage initial ou de son lieu habituel d'utilisation est toujours intéressant. Si vous avez l'occasion, par exemple, juste de poser un canapé dans une rue, vous allez voir, c'est assez fascinant, l'attitude des gens. D'abord, ils sont circonspects, et puis ensuite, ils s'installent, et là, ils passent souvent un très très bon moment, parce que c'est une autre manière de regarder la rue. On a l'habitude d'être debout ou d'être dans une voiture, mais pas d'être assis dans la rue. Une autre façon de créer de la surprise, c'est d'avoir des actes de générosité gratuite. Par exemple, offrir un café une fois de temps en temps. Là, on a un exemple de Starbucks. Starbucks, en fait, chaque barista de Starbucks a un crédit de café à offrir tous les jours. Café, thé, peu importe la boisson. Mais chacun, je crois que c'est 2 ou 3, peut gratuitement en offrir tous les jours. Alors, c'est une approche qui est intéressante, mais attention, il ne faut pas que ça devienne systématique, parce que sinon, c'est plus une surprise, en fait. C'est un standard et ça devient normal de se faire offrir quelque chose. Vous savez, c'est comme le petit chocolat ou le petit gâteau que vous allez mettre justement avec le café. C'est devenu un standard. S'il n'y est pas au restaurant, il y a des gens qui sont très déçus. Donc ça, ce n'est pas une surprise. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un autre niveau pour être surprenant. Une autre manière de surprendre, c'est de donner des marques de tendresse sincères. Et les free hugs ont énormément de succès. Donc c'est l'idée que vous êtes dans la rue et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va vous embrasser et vous donner 1 seconde ou 2 d'amour de manière complètement gratuite. Ça marche extrêmement bien. Alors, en période de Covid ou post-Covid, peut-être qu'on peut trouver d'autres marques de tendresse, mais ante-Covid, ça marchait extrêmement bien. Et puis évidemment, offrir un service qui va au-delà des attentes. Alors là, je vous ai mis l'exemple de Zappos.com. Zappos, c'est un peu l'équivalent de... je ne me rappelle plus leur nom chez nous, ça va me revenir. Enfin, c'est des grands spécialistes de vente de vêtements et de chaussures sur Internet. C'est les premiers, en fait, à avoir permis la vente de chaussures sur Internet. Zappos, ils ont écrit ce qu'ils appellent leur Culture Book, qui est un livre qui est à peu près épais comme ça, pour présenter leurs valeurs fondamentales. Et l'une d'entre elles, c'est d'aller above and beyond, c'est-à-dire au-delà de ce qui est attendu. Et notamment, ils ont un service téléphonique qui est extrêmement important. Alors pourquoi ? Ça, c'est un élément qui est purement culturel. Les Américains ont une culture du téléphone qui est très importante. Et pendant très très longtemps, en fait, ils préféraient appeler plutôt que de faire leurs achats en ligne. Et c'est en fait, en réalité, encore le cas. Donc ils font de la vente à distance, que ce soit sur le web ou par téléphone. Et si vous êtes aux États-Unis et que vous appelez Zappos, vous n'êtes même pas obligé d'acheter leurs produits. Si vous leur posez une question, par exemple, voilà, je me trouve à Houston pour la soirée, j'ai envie d'acheter une pizza, qu'est-ce que vous me recommandez ? Eh bien, les conseillers en vente, chaussures, vêtements et accessoires vont faire tout
l'heure possible pour essayer de vous trouver une pizza près de là où vous vous trouvez. Histoire vraie. Hein. Donc j'avoue que c'est pour moi tout à fait inattendu. Hein. Quand on vend des chaussures, on n'est pas là pour vendre des pizzas. Mais c'est dans la politique de l'entreprise d'aller au-delà de ce qui est attendu. Le 5e ingrédient, c'est l'humour. Alors, je me suis beaucoup amusée, vous vous en doutez, à travailler sur cet ingrédient. Et pourtant, c'est l'ingrédient le plus difficile à déployer. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'on n'est pas tous dotés du même sens de l'humour, mais aussi parce que c'est très lié à la culture. Ce qui me fait rire, moi, ne va pas forcément faire rire un Belge ou un Américain. Et j'aime beaucoup donner cet exemple au sujet des Américains. En France, quand un président de la République a une aventure, en général, ça nous fait tous marrer. Au pire, on dit rien. Au mieux, ça donne lieu à des blagues, évidemment pas toujours très fines, mais ça fait plutôt rire les Français. Aux États-Unis, un président qui trompe sa femme, ça peut le conduire, en l'occurrence, ça l'a conduit en procédure de destitution. C'est arrivé à Bill Clinton. Donc, là encore, la dimension culturelle, elle est extrêmement importante. Et c'est pour ça que c'est l'ingrédient sur lequel il est le plus difficile de travailler, parce que ça implique la connaissance de normes communes. En fait, qu'est-ce qui fait rire les gens ? Eh bien, c'est une violation bénigne de la norme. L'humour, c'est ça, une violation bénigne de la norme. Donc, il faut avoir des normes communes pour que ça fonctionne. Je vous ai mis là sur le support, l'humour, c'est la libération de pensées refoulées de manière socialement acceptable. Pour que ça fonctionne, il faut qu'en aucun cas, il y ait d'éléments de peur. À partir du moment où on instille un élément de doute ou de peur, c'est le moment où la blague, elle tombe à plat et elle fait flop. Donc très important, premièrement, partager des normes communes et donc créer potentiellement des normes communes, et puis ensuite créer du secret. Et à partir du moment où on a ces normes communes et ce secret, eh bien, on peut commencer à travailler sur l'humour. Alors, le rire, il est provoqué en général quand la solution à la situation n'est pas aussi intelligente que ce qui était attendu ou ce qui était, ou pas aussi humble que ce qui était, ou poli que ce qui était attendu. Donc, dans un premier temps, quand vous voulez travailler sur l'humour, il faut que vous réfléchissiez à quelles sont les normes auxquelles que vous avez en commun avec vos visiteurs, avec vos clients. Puis, que vous vous interrogiez sur leur expérience antérieure. Et une fois seulement qu'on a trouvé ces éléments clés, eh bien, on peut créer quelque chose de pas aussi intelligent que ce qui était attendu. Alors, je vous ai mis quelques exemples, évidemment. Il y a 24 techniques infaillibles pour faire de l'humour, qui varient aussi en fonction de la culture, comme je vous disais. Je voudrais vous donner l'exemple de ce qui est pour moi l'un des maîtres de l'outrecuidance, qui est une forme d'humour. C'est Zlatan Ibrahimović. Alors, la plupart d'entre vous le connaissent plutôt pour être un bon joueur de football. Moi, je trouve que c'est un super humoriste, et notamment parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans cette outrecuidance. Et l'exemple là que je vous ai mis, il se trouve qu'il y a un soir de match. Il fait son match, il gagne, il doit donc répondre aux questions de la presse, et puis il y a un journaliste qui lui dit « Alors, c'est l'anniversaire de votre copine, qu'est-ce que vous allez lui offrir aujourd'hui ?» Réponse de Zlatan, ma copine n'a pas besoin d'un cadeau d'anniversaire, elle a déjà Zlatan. Évidemment, c'est hyper prétentieux pour certains, moi ça me fait terriblement rigoler. Parce qu'il y a une prise de distance, et c'est ça qui fait qu'il y a de l'humour, c'est cette prise de distance par rapport à soi-même. Autre exemple, pour un hôtel de luxe espagnol, tout le monde sait, ça fait partie des normes, on va dire, partagées, que les clients aiment bien prendre les amenities dans les hôtels. Et donc, ils ont joué là-dessus. Donc la photo, vous le voyez, c'est le savon le plus mignon que vous allez voler dans un hôtel. Alors profitez-en. Donc là encore, c'est une petite touche, c'est une petite note. Mais si vous additionnez toutes ces petites touches et toutes ces petites notes sur la totalité d'une nuitée, eh bien vous avez un ingrédient humour qui va être parfaitement déployé. Si jamais vous allez à Paris,
et que vous avez l'occasion d'aller dans un hôtel Citizen M, à partir du moment où vous mettez les pieds dans l'hôtel, vous avez une touche d'humour. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tapis, un grand tapis à l'entrée, où il y a écrit « Nice Shoes ». Ou quand vous allez dans votre chambre, sur l'interrupteur, il y a écrit « Save the Planet » pour vous rappeler que c'est bien d'éteindre, mais sans vous faire une leçon de morale. Donc c'est toujours intéressant, ces approches qui sont toujours par petites touches, et là encore, plus ou moins intelligentes, plus ou moins sérieuses en fonction de la culture dans laquelle vous vous trouvez. Je vous ai mis 3 petits exemples d'une campagne publicitaire qui joue sur l'humour, qui est un exemple qui est issu de Snowbird, donc qui est une station dans l'Utah. C'est une station qui est particulièrement connue pour avoir une offre de ski hors piste extrêmement intense. Et alors là, ils ont travaillé donc sur des cas réels. Ils sont allés chercher les critiques de leurs clients sur TripAdvisor. Et là, on a sur cette image, donc magnifique image d'un skieur qui en a ras la gorge, et on a donc Greg. Alors je suis désolée, je suis obligée de m'approcher là parce que j'ai la vue qui baisse. Greg de Los Angeles qui écrit sur TripAdvisor too advanced, donc trop compliqué, pour des skieurs trop experts. J'avais entendu que Snowbird était une station de montagne dure, mais là c'est vraiment ridicule. J'avais l'impression que les pistes étaient trop ressemblaient à des cascades pentues et il y avait des arbres partout. Comment est-ce que les gens sont censés skier dans ces conditions ? Pas drôle. Boum. Et ils balancent ça. Donc là encore, ça a fait rire beaucoup de gens. Je vous en montre une autre, Disappointed. Ça rigole pas. Elisabeth de Dallas au Texas qui nous dit « Mais est-ce que les gens qui s'occupent du damage sont en grève ou quoi ? J'espérais avoir un peu plus de pistes pour pouvoir poser mes skis. » Et la troisième, donc là, on voit que c'est sérieux la poudre chez Snowbird. Et puis là derrière, il n'y a pas de piste facile. Et oui, parce que tout le positionnement de Snowbird, c'est d'être sur le freeride et sur du ski très engagé. Donc vous pourriez, à La Réunion, vous pourriez être là-dessus, jouer sur l'ingrédient humour, si vous aviez envie de travailler une clientèle très spécifique autour de la randonnée, du trail, etc. C'est une campagne qui a eu énormément de succès, pour info. Elle a eu tellement de succès que la ville de Vienne, en Autriche, a demandé à Snowbird et à l'agence de publicité de Snowbird si c'était possible de la redécliner, mais en version viennoise. Donc, c'est dire que pour le coup, ça s'est exporté. Alors, la question qu'on se pose parfois, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'humour en toutes circonstances ? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas rire ? Alors, c'est quasiment un sujet du bac et on n'a pas 4 heures pour faire de la philo là-dessus. Donc, je vais vous répondre d'un point de vue strictement touristique ou éventuellement humanitaire. Oui, on peut utiliser l'humour dans plein de circonstances. Je vous avais parlé du savon dans les hôtels de luxe ou du paillasson. Mais pour les consignes de sécurité en avion, vous pouvez aussi l'utiliser. L'un des meilleurs exemples que j'ai, c'est Air New Zealand, qui fait des consignes vidéo qui sont absolument hilarantes. C'est tellement fort ce qu'ils arrivent à faire. C'est quand même quelque chose. Réussir à avoir des gens qui s'intéressent aux consignes de sécurité en avion, toutes les compagnies aériennes vous le diront, c'est pas un moment facile de capter l'attention. Et a fortiori, parce que toutes les compagnies ne vous font pas l'hôtesse avec les portes à l'avant, portes au milieu, etc. Et de plus en plus, on a des films qui sont diffusés. Donc, comment attraper l'attention des gens ? Eh bien, avec de l'humour, ça marche beaucoup mieux. Et notamment, chez Air New Zealand, ils ont réussi à une prouesse qui est que tous les ans, ils créent un film. Donc ça change tous les ans. Donc, ils ont créé une série autour de ça. Et chaque film rivalise de créativité. Donc, ils ont eu une année sur le thème des rugbyman. Donc, vous avez les All Blacks qui sont dans l'avion et qui font les consignes de sécurité. Ils ont eu une année avec le réalisateur et les acteurs du Seigneur des Anneaux, puisque ça a été filmé là-bas. Et donc, tous les ans, vous avez des séquences comme ça. Et ce qui est fou,
c'est que ces vidéos, elles ont été vues plusieurs millions de fois sur YouTube. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas uniquement disponibles dans les avions. Les gens, ça a tellement plu que Air New Zealand s'est mis à les dévoiler sur YouTube. Et dorénavant, ils font des grands barnums une fois par an pour le lancement de leur prochaine campagne, de leur prochaine vidéo sur les consignes de sécurité. Et franchement, qui aurait cru un jour que les clients puissent avoir envie de regarder des consignes de sécurité alors qu'ils ne sont pas du tout dans un avion? Moi, franchement, je n'aurais pas parié là-dessus. Vous pouvez aussi communiquer pour une association humanitaire. Et dans l'exemple que je vous ai mis, on voit en fait, c'est une opération qui a eu lieu au Brésil, dans un hôpital pour enfants, où les laveurs de vitres se sont déguisés en Spider-Man. Et donc, l'espace de quelques secondes, eh bien, ils vont laver les carreaux et être vus par les enfants sous ce costume, ce qui est évidemment complètement inattendu par les enfants et leurs familles, et qui a eu énormément de succès. Alors, on va aborder l'ingrédient indispensable à toutes vos opérations de design d'expérience. Et c'est évidemment l'ingrédient clé le plus difficile, mais c'est aussi l'ingrédient le plus puissant. Pour pouvoir accéder à cet ingrédient, il faut que vous vous interrogiez. Merci. Il faut que vous vous interrogiez. J'attends la voix de la SNCF maintenant. Votre train. Donc, il faut que vous vous interrogiez sur ce qui est votre plus grande peur fondamentale. Pour beaucoup de gens, ça va être mourir. Okay, donc, une fois qu'on a mis ça de côté, quelles sont les autres grandes peurs qu'ils peuvent avoir? Dans l'expérience que vous proposez, quels sont éventuellement les éléments qui peuvent faire peur? Et une fois que vous avez défini quelle est cette peur ou quelles sont cette peur, quels éléments est-ce que vous pouvez mettre en face pour rassurer vos clients sur le fait que cette peur, elle est irrationnelle et qu'elle ne va pas se réaliser. Le risque projeté ne va pas se réaliser. Donc notre travail en tant que designer d'expérience, c'est avant toute chose de nous demander comment on va pouvoir faire pour rassurer nos clients par rapport à l'expérience qu'on aimerait leur faire vivre. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que notre cerveau, quand il a le choix, il va toujours vers la solution qui va le heurter le moins ou qui va nous heurter le moins ou nous faire dépenser le moins d'énergie. Et là, vous le savez, à moins d'une décision consciente, du type marcher et monter des escaliers est bon pour mon système cardiovasculaire, ou prendre les escaliers est en fait plus rapide que prendre l'escalator, donc je vais prendre l'escalier parce que je suis pressée. Eh bien, à moins d'une décision consciente, notre corps va en général chercher cette solution la moins heurtante physiquement. Eh bien là, vous le voyez, entre un escalator et un escalier, la grande majorité des gens vont en fait se diriger vers l'escalator. Donc notre sujet, pourquoi? C'est parce que ça nous permet d'être plus efficients. Donc le grand sujet de l'ingrédient secret, c'est de proposer des solutions qui permettent d'être la meilleure version de soi-même. Une solution qui permet à vos clients d'être la meilleure version d'eux-mêmes, d'optimiser ou de libérer leurs gestes. Vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de libérer ou d'optimiser les gestes et les mouvements de nos clients? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on est libre dans sa tête et dans son corps, c'est seulement dans cette condition qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes, c'est seulement à cette condition qu'on peut définir ou redéfinir notre identité. Or, les vacances, c'est des moments très particuliers dans la vie de nos clients. D'abord, la première chose, c'est que personne n'a envie de rater ses vacances. Personne ne travaille toute l'année pour se dire « Yeah, je vais aller dans un endroit pourri et je vais rater mes vacances ». Ça n'arrive pas. Donc, les vacances, c'est des moments de recentrage sur soi, des moments de retour au corps, de retour à l'intime, de retour à sa trajectoire de vie, où il y a beaucoup de questionnements. L'année dernière, je vous avais parlé de la quête de sens, dans les tendances très fortes, et du tourisme qui permet de retrouver du sens ou de donner ou redonner du sens à sa vie. Eh bien, l'ingrédient secret, c'est exactement ça. C'est comment l'expérience que vous allez créer va permettre aux gens de se définir ou de se redéfinir dans un moment très particulier, intime que sont les vacances.
Donc, en fait, il faut concevoir d'abord votre opération, votre expérience, en vous disant comment je vais optimiser ce geste pour permettre à chacun d'être la meilleure version de lui-même, et ensuite à ajouter des ingrédients supplémentaires. Est-ce que je peux faire tout ça de manière belle? Est-ce que je peux faire tout ça de manière surprenante? Est-ce que je peux faire tout ça de manière drôle? Et plus vous arrivez à additionner les différents éléments, les différents ingrédients, plus votre expérience gagnera en profondeur, en exactitude, en authenticité et sera convaincante et mémorable. Alors vous allez me dire, mais tout ça c'est très difficile. La réponse est oui, vous avez raison. Et je voudrais conclure là-dessus, le succès, c'est jamais une longue ligne droite. Ça n'existe pas, ce qu'on appelle les overnight success. Et les gens pensent souvent que c'est facile, mais absolument pas. Le succès, c'est souvent beaucoup plus brouillon, avec des retours en arrière, des erreurs, des moments de recherche, de doute, de difficulté. Et en fait, le succès, il ne s'apprécie que sur le long terme, absolument pas sur une période de 2 ou 3 mois ou 6 mois, pas du tout. Et pourquoi c'est intéressant de travailler d'ailleurs sur de long terme et de travailler en commençant petit? Eh bien parce que quand on fait des petites actions, s'il y a des erreurs, ça reste des petites erreurs qui éventuellement ne vous coûtent pas trop cher. Si vous essayez tout de suite de déployer une grande idée avec des gros moyens, eh bien, et que vous faites une erreur, eh bien, ce sera des grosses erreurs. Donc n'ayez pas peur de commencer petit. N'ayez pas peur de faire sur le long terme, parce que c'est comme ça que vous réussirez à designer les plus belles expériences, qui seront les plus mémorables et qui donneront aux gens envie de revenir. Merci beaucoup pour votre attention.